Donc, bonjour à tous. Alors, l'interleukine 23, c'est une cytokine qui a été découverte en 2000. Elle est formée par deux sous-unités, une sous-unité P19 et une sous-unité P40. Elle appartient à la grande famille de l'interleukine 12, comprenant donc l'interleukine 12, l'interleukine 23, mais aussi l'interleukine 27 et l'interleukine 35. Elle a, comme vous le voyez, en commun avec l'interleukine 12, la sous-unité P40. L'interleukine 23 va être sécrétée par des cellules présentatrices d'antigènes, principalement les cellules dendritiques et les macrophages, et elle va agir sur de nombreuses cellules, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur action sur le lymphocyte TCD4. En effet, donc nos cellules présentatrices d'antigènes, lorsqu'elles vont présenter l'antigène au lymphocyte TCD4 plus naïf, elles vont aussi en même temps sécréter des cytokines, y compris l'interleukine 23, qui va agir sur le lymphocyte T pour entraîner sa multiplication et sa pérennisation et sa différenciation. En effet, je vous rappelle que lorsque notre lymphocyte T naïf va être activé par les cellules présentatrices d'antigènes, il va y avoir différentes voies de différenciation de ce lymphocyte T selon l'environnement cytokinique. Si l'environnement cytokinique est riche en interféron gamma et en interleukine 22, notre lymphocyte T naïf va se différencier en voie TH1. Si notre environnement cytokinique est riche en interleukine 4, la différenciation va se faire vers ce qu'on appelle la voie TH2. Sinon, donc, l'environnement est riche en TGF-bêta, la différenciation va se faire vers la cellule T régulatrice. Et si notre environnement est riche en interleukine 23, en interleukine 6, en TGF-bêta, la différenciation va se faire vers la voie TH17. À part ces quatre principales voies de différenciation de notre lymphocyte T, on décrit d'autres voies actuellement, telles que la voie TH9, TH22 et TFH. Donc, notre récepteur de l'interleukine 23, qui est au niveau de la membrane de notre lymphocyte T, lorsque notre cytokine va se fixer sur ce récepteur, activation de ce récepteur à l'interleukine 23, et ce qui va s'en suivre, c'est qu'il va y avoir une activation de kinases qu'on appelle les JAK kinases, les Janus kinases et les tyrosine kinases. Ces kinases vont activer un facteur de transcription qu'on appelle STAT, et comme tout facteur de transcription, il va aller vers le noyau pour se fixer sur certaines régions donc, de gènes pour stimuler l'expression de gènes de nombreuses cytokines et chymokines. Et en fait, quand on voit un petit peu les détails, la stimulation du récepteur à l'interleukine 23 va activer cette voie de signalisation JAK-STAT, ce qu'on appelle JAK-STAT, mais aussi un autre facteur de transcription qu'on appelle le ROR-gamma-T. Et STAT avec ROR-gamma-T vont stimuler donc l'expression de gènes, la transcription de gènes qui codent pour de nombreuses cytokines qu'on appelle la voie TH17. Et donc, interleukine 23, la voie TH17, c'est quoi? C'est une communication entre notre lymphocyte T et entre nos cellules présentatrices d'antigènes. En fait, nos cellules dendritiques et nos macrophages, ils sont dotés de récepteurs qu'on appelle les récepteurs PRR, que vous connaissez, les récepteurs TLR, les récepteurs NOD2. Et le fait qu'on va stimuler ces différents récepteurs par des produits bactériens, il va stimuler ces cellules présentatrices d'antigènes, amenant la présentation de cet antigène à notre lymphocyte T naïf et aussi une sécrétion de cytokines. Ce profil cytokinique va nous amener à différencier notre lymphocyte T vers une voie TH17. Et suite à la stimulation des facteurs de transcription, on va avoir une sécrétion de cytokines qu'on appelle la voie TH17. Ces différents cytokines de la voie TH17 vont à leur tour stimuler des macrophages qui vont se mettre à sécréter encore plus de l'interleukine 23 et on pense que l'interleukine 23 joue un rôle dans la multiplication et la pérennisation de ce lymphocyte T de phénotype TH17. Donc, on a vu que la stimulation de notre lymphocyte T via les cellules présentatrices d'antigènes entraînait différentes voies de différenciation, mais la particularité de la voie TH17, c'est ce qu'on appelle la plasticité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que selon l'environnement cytokinique, microbien, métabolique, etc., local, la cellule TH17 est capable de se prendre le phénotype du lymphocyte T régulateur ou du lymphocyte de type TH2 ou TH1.
Et vous voyez ici que toutes les cellules intermédiaires sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules TH17 T régulateurs, c'est-à-dire des cellules lymphocytaires T qui sont capables de, en même temps de sécréter les cytokines de la voie TH17, mais aussi en même temps des cytokines de la voie T régulatrice qui sont bien sûr anti-inflammatoires telles que l'interleukine 10. On a aussi la cellule intermédiaire TH17-TH1, donc capable en même temps de sécréter des cytokines de la voie TH17, mais aussi des cytokines de la voie TH1. Et donc, la cellule TH17, on dirait qu'elle va jouer un double jeu. Si notre environnement cytokinique est riche en TGF-bêta, eh ben, elle va prendre cette cellule un phénotype qu'on appelle non pathogène, c'est-à-dire sécrétant des cytokines, bien sûr de la voie TH17, mais aussi des cytokines anti-inflammatoires telles que l'interleukine 10. Si par contre notre environnement est riche en interleukine 23, en interleukine 1, le phénotype que la cellule TH17 va prendre, c'est un phénotype pathogène avec une sécrétion de beaucoup plus de cytokines pro-inflammatoires de la voie TH17, mais aussi de l'interféron gamma et différentes voies de la voie TH1. Donc notre cellule TH17, en fin de compte, elle joue un rôle dans l'homéostasie et dans l'inflammation. Dans l'homéostasie, dans le sens où lorsque nos cellules présentatrices d'antigènes sont stimulées, elles vont amener à stimuler la voie T régulatrice, mais aussi la voie TH17 non pathogène, amenant à sécréter des cytokines anti-inflammatoires et pro-inflammatoires, donc nous permettant de nous protéger contre des agressions bactériennes, mais en même temps maintenir l'homéostasie intestinale. Maintenant, si suite à certains stimuli, par exemple une dysbiose ou un terrain génétiquement prédisposé, la stimulation de ces cellules présentatrices d'antigènes va au contraire inhiber la voie T régulatrice et créer un profil cytokinique local environnemental qui va favoriser le développement de la cellule TH17 pathogène avec la libération de cytokines pro-inflammatoires d'une façon importante. Donc, si on veut résumer un petit peu les choses, nos cellules présentatrices d'antigènes, cellules dendritiques, macrophages, suite à certains stimuli, vont sécréter de l'interleukine 23, entre autres, bien sûr, et d'autres cytokines, qui va amener à favoriser donc, la différenciation vers une cellule TH17 pathogène qui va sécréter des cytokines de la voie TH17 et autres inflammatoires et pro-inflammatoires qui, à leur tour, vont stimuler de nombreuses autres cellules immunitaires et autres qui vont, ces cellules sont stimulées, vont à leur tour aussi sécréter des cellules, des cytokines pro-inflammatoires. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il va y avoir une boucle qui va s'installer, amenant à l'installation d'une inflammation chronique, comme on le voit dans les MICI ou dans les autres maladies inflammatoires chroniques et rhumatismales, par exemple. Donc, on sait que cet axe interleukine 23 TH17 joue un rôle dans l'inflammation intestinale. Maintenant, exactement quel est son rôle dans les MICI? En fait, en 2006, on en a parlé déjà dans les symposiums précédents, qu'il y avait un polymorphisme qui était associé au MICI, et ce polymorphisme concernait le gène qui code pour le récepteur de l'interleukine 23, et les sujets qui sont porteurs de ce polymorphisme avaient une diminution de l'expression du récepteur à l'interleukine 23, et donc une diminution de l'activation de la voie JAK-STAT, ce qui nous amenait à dire que ce polymorphisme avait un rôle protecteur dans les MICI. Et on s'était arrêté là, on ne savait pas exactement qui faisait quoi. Et puis depuis, il y a eu plusieurs autres polymorphismes qui ont été associés au MICI, Crohn et RCH, concernant le gène qui code pour le récepteur à l'interleukine 23 ou pour le STAT pour JAK. Concernant le taux plasmatique de l'interleukine 23 et de l'interleukine 17 chez les patients atteints de MICI, donc je vous rapporte le résultat de cette étude qui a montré en fait que que ce soit pour la maladie de Crohn ou pour la RCH, le taux plasmatique de l'interleukine 17 et le taux plasmatique de l'interleukine 23 est plus élevé que chez les contrôles, et que ce taux plasmatique était corrélé à la sévérité de la maladie. Et cette même étude a étudié l'impact comme marqueur de ce taux plasmatique de l'interleukine 23 comme marqueur de sévérité de la maladie par rapport à d'autres marqueurs, et elle a montré que le taux plasmatique de l'interleukine 23 était un bon marqueur de sévérité des MICI avec une sensibilité et une spécificité à peu près de 100%.
Donc, chez un patient Mickey, avec donc une perturbation de la barrière intestinale sur un terrain de dysbiose, sur un terrain de susceptibilité génétique et épigénétique, il va y avoir donc une stimulation de ces cellules présentatrices d'antigènes et le contact avec nos lymphocytes via cet antigène va créer un environnement favorable à la différenciation de ce lymphocyte T vers une voie TH1, TH17, surtout pour la maladie de Crohn, et TH1, TH17, TH2, TH9 pour la RCH, et une inhibition de la voie T régulatrice. Et donc, actuellement, une Mickey, Crohn et RCH, c'est bien sûr une maladie due à des facteurs environnementaux sur un terrain de susceptibilité génétique et avec une balance qui va plutôt en faveur de la voie TH1, TH17 et une inhibition de la voie T régulatrice. Maintenant, comment inhiber l'interleukine 23, cet axe interleukine 23 dans les Mickey? En fait, on dispose de deux armes, les grosses molécules, ce qu'on appelle les grosses molécules et les petites molécules. Les grosses molécules sont représentées principalement par les anticorps monoclonaux et leur suffixe EMAP. Vous connaissez donc les anticorps qui sont dirigés contre les cytokines, les anticytokines ou les antimolécules d'adhésion. Les petites molécules, ce sont ces molécules qui peuvent agir à l'intérieur même de la cellule en inhibant la signalisation intracellulaire. Leur suffixe est NIB ou MOD. Et parmi ces petites molécules, on compte donc les inhibiteurs des kinases, des Janus kinases et des tyrosine kinases, et les modulateurs des récepteurs des sphingosines 1-phosphate. Alors, on va démarrer par les anticorps, les anticytokines. En fait, ces anticorps peuvent cibler plusieurs cibles. Soit on peut cibler donc la sous-unité P40, et je vous ai dit tout à l'heure que la sous-unité P40 est en commun avec donc l'interleukine 8, l'interleukine 23 et l'interleukine 12. Et donc, en ciblant cette sous-unité, on va cibler la voie TH1 et la voie TH17. On peut aussi donc cibler la sous-unité P19 de l'interleukine 23, il y a plusieurs molécules pour ça. On peut aussi cibler le récepteur de l'interleukine 23 ou aussi l'interleukine 17 ou son récepteur. Alors, l'état des lieux actuel pour les anticytokines. Donc, concernant les anticorps ciblant la sous-unité P40, on connaît tous le ustekinumab, donc qui est actuellement utilisé et approuvé. Concernant les anti-interleukine 17 ou le récepteur de l'interleukine 17, ils ont été donc abandonnés pour les Mickey malgré leur effet dans les maladies rhumatismales. Parce que les essais cliniques ont montré que ces anticorps aggravaient encore plus la maladie inflammatoire de l'intestin. Alors pourquoi les anti-interleukine 17 aggravent une Mickey? On pense que le fait de bloquer l'interleukine 17, on va bloquer les deux voies de l'interleukine 17, la voie pathogène qui est stimulée par l'interleukine 23, mais aussi la voie non pathogène de l'interleukine 17 qui nous sert comme protection et contre des agressions bactériennes. Par contre, si on inhibe uniquement l'interleukine 23, on va donc se diriger, on va inhiber uniquement donc l'interleukine 17 non pathogène. Et c'est pour ça qu'on pense que ces inhibiteurs de l'interleukine 17 ne marchent pas dans les Mickey. Donc, ustekinumab approuvé, anti-interleukine 17 abandonné. Les autres anticytokines dirigées sous unité P19 de l'interleukine 23, actuellement, ils sont en cours d'évaluation. Deuxième famille d'anticorps, c'est les antimolécules d'adhésion. Je vous rappelle, les molécules d'adhésion, ce sont ces petites protéines qui sont exprimées sur les lymphocytes T ou sur la cellule endothéliale qui va jouer un rôle dans la migration de lymphocytes au niveau du site inflammatoire. Et vous connaissez tous le vedolizumab, d'accord, accordé, et il y en a d'autres molécules qui sont en cours d'étude aussi qui sont dirigées contre ces molécules d'adhésion et éviter la migration des lymphocytes T. À part les anticorps, je vous ai dit qu'il y en avait donc les petites molécules, les inhibiteurs de JAK. Je vous rappelle, les JAK, ce sont donc ces Janus kinases qui sont liés au récepteur de l'interleukine 23. Hein,
Et quand on va inhiber, donc on va inhiber la signalisation JAK-STAT. Mais comme vous voyez sur cette figure, JAK, c'est une kinase qui peut être associée à différents types de récepteurs, non pas que pour l'interleukine 23. D'où leur intérêt, ces inhibiteurs de JAK, c'est-à-dire on va cibler avec eux plusieurs voies cytokiniques et non pas une seule voie. Alors, le plus approuvé, c'est le tofacitinib et Dr Cédrine, il va vous en parler l'après-midi dans la RCH. Sinon, beaucoup d'autres molécules qui sont en cours d'étude. Et enfin, les modulateurs des récepteurs à la sphingosine. Les récepteurs à la sphingosine, ce sont des petits récepteurs qui existent au niveau de la membrane du lymphocyte T et qui jouent un rôle aussi dans la migration du lymphocyte des ganglions mésentériques périphériques vers le site inflammatoire. Et le plus avancé dans les études, c'est l'ozanimod. Donc, pour résumer, pour inhiber l'axe interleukine 23, interleukine 17, soit on peut cibler les cytokines, anti-interleukine, anti-interleukine 23, anti-interleukine 12, etc. Soit on peut cibler les molécules d'adhésion qui attirent le lymphocyte T vers le site inflammatoire. Soit on va aller à l'intérieur même de la cellule et inhiber des JAK, des signalisations intracellulaires ou même des récepteurs membranaires. On peut aussi combiner. Et d'ailleurs, je vous rapporte les résultats de cette méta-analyse qui a étudié la combinaison dans plusieurs types de combinaisons. Par exemple, ici, anti-intégrine, anti-P40, anti-intégrine, anti-TNF, anti-intégrine, anti-TNF. Sur la rémission clinique, tofacitinib, donc inhibiteur de JAK avec plusieurs aussi combinaisons. Et cette méta-analyse rapporte une amélioration clinique avec cette combinaison, avec ces différentes combinaisons. Le meilleur résultat a été retrouvé avec l'association combinaison ustekinumab anti-TNF, mais il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, mais il faut faire attention. Cette méta-analyse, elle est basée sur des études rétrospectives avec des effectifs qui ne sont pas très importants et on attend les résultats des études prospectives. Il y en a plusieurs qui sont en cours. Alors, comment faire le choix devant toutes ces molécules? Lequel choisir? Quand le choisir? Chez qui le choisir? Est-ce qu'on va vers cette médecine personnalisée dont on parle depuis quelques années? L'intérêt des anti-interleukine 23 maintenant, c'est peut-être chez les non-répondeurs aux anti-TNF. Et je vous rapporte le résultat de cette étude qui a essayé d'étudier le phénotype du lymphocyte T chez les patients atteints de maladie de Crohn, répondeurs et non-répondeurs aux anti-TNF. Et qu'est-ce qu'on remarque en fin de compte? Chez les répondeurs aux anti-TNF, leur lymphocyte T exprime le récepteur au TNF uniquement. On parle de cellules T, interleukine 23R-, TNF, RR+. Donc, ils expriment uniquement le récepteur au TNF. Par contre, vous voyez, chez les patients qui sont non répondeurs aux anti-TNF, leur lymphocyte T exprime le récepteur au TNF, mais exprime aussi le récepteur à l'interleukine 23. Et donc, on pense que le fait d'inhiber par ces anti-TNF cette voie et cette stimulation du récepteur au TNF, la voie interleukine 23 reste joue toujours un rôle dans la multiplication et la pérennisation de ce lymphocyte T, et c'est pour ça qu'ils ne répondent pas. Et donc, les anti-interleukines, l'interleukine 23 serait par ces anticorps une bonne cible chez les patients réfractaires aux anti-TNF, et pourquoi pas combiner un petit peu les deux pour bloquer les deux voies en même temps, en fin de compte. Cette étude qui a étudié l'effet d'un anti-interleukine 23, le brazikumab, c'est un anti-P19, et le taux plasmatique initial de l'interleukine 22, et elle a remarqué que les patients meilleurs répondeurs à l'anti-interleukine 23 étaient ceux qui avaient un taux élevé initial, taux plasmatique élevé initial de l'interleukine 22. Et puis, dernières études, plusieurs études se sont intéressées en fait au profil cytokinique selon le stade évolutif de la maladie. Et la tendance, les résultats des études, assez récentes d'ailleurs, à confirmer bien sûr, c'est que dans les stades précoces des MICI, on a le profil TH1, que ce soit pour la maladie de Crohn, que ce soit pour la RCH, le profil TH1 qui prime, et puis petit à petit, plus l'évolution continue de la MICI, plus le phénotype TH17 s'installe. Et donc, il serait peut-être, je dis peut-être judicieux, de donner des anti-TNF dans des MICI à phase précoce et des anti-interleukine 23 dans des phases tardives de la maladie.
Voilà, donc en conclusion, l'axe interleukine 23-TH17 est impliqué dans cette inflammation intestinale et dans la muquine. Plusieurs cibles pour bloquer cet axe interleukine 23-TH17 et je vous ai mis cette figure pour vous voyez un petit peu l'évolution de ces différentes thérapeutiques et bien sûr, en perspective, plusieurs NIB, plusieurs modes et plusieurs MAC. Voilà, je vous remercie.